Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour nos nouvelles rencontres du Centre Edmond Flegg, nos rencontres littéraires. Et parfois, on les fait au sein du Centre Edmond Flegg, à l'espace Paul Benaïm. Et d'autres fois, eh bien, on essaye de s'exporter. Et pourquoi pas? J'ai pas dit un autre mot pour faire un humour vache. Hein, non. Hein, et donc, mais cette fois-ci, nous avons décidé de les faire. Ben, quoi de mieux que de parler de livres que dans une librairie, en réalité, qui est aussi ouverte au public pour aller à la connaissance de différents écrivains. Alors avant de vous parler un petit peu du livre, sommairement, de vous parler de Rémi, moi j'aimerais bien vous parler aussi de ma rencontre avec Rémi. Elle s'est faite par voie postale, hein, dirons-nous, puisque tout bêtement, j'ai reçu début janvier ce livre en service de presse. Et comme je suis quelqu'un je suis très curieuse, et je me suis dit, ben, c'est quoi ça, Isidore n'est plus mort, Rémi Matalon. Et je me suis dit, ah, enfin, un écrivain marseillais. Parce qu'à chaque fois, je me dis, on fait venir à droite, à gauche, etc. Et j'ai lu le livre et j'ai été très, très émue par ce livre, par le personnage de Rémi. Et donc, moi aussi, hein, j'ai mené ma petite enquête avec ta maison d'édition à Paris, etc., pour essayer de revenir vers toi sur Marseille. La rencontre s'est faite et je suis très heureuse, eh bien, ce soir de pouvoir animer cette rencontre littéraire en compagnie de toi, Rémi. Alors le livre, c'est... Le bonheur est tout à fait réciproque. Le livre, c'est Isidore n'est plus mort, c'est un roman. Il est signé Rémi Matalon. Vous pouvez le retrouver aux éditions Lior, dans toutes les bonnes librairies, et notamment dans celle-ci, hein, parce que même s'il n'est pas, vous pouvez tout à fait le commander. Alors, on va démarrer, si tu le veux bien, Rémi. Le point de départ de ce roman, eh bien, c'est Salonique. C'est ce que l'on appelle la Jérusalem des Balkans. On est au début du XXe siècle, en 1520, où ta famille, eh bien, va émigrer à Marseille. Et on va se tutoyer, j'avais dit, on se voit, mais moi non plus, j'y arrive pas, donc c'est pas grave, on va se tutoyer. Dans ta famille, on parle judéo-espagnol. Les questions, eh bien, autour de l'histoire de toute ta famille, elles s'entrechoquent avec l'existence des survivants. Et dans les bribes de ce que tu sais, et du reste, eh bien, que tu reconstitues, que tu fantasmes peut-être, que tu imagines, il n'y a rien qui manque. Il y a le froid, il y a la neige à Marseille, en janvier, ce funeste janvier 1943, le déménagement forcé en pleine nuit, les trajets dans les wagons à bétail où la destination, eh bien, et on en reparlera de ça, et Sobibor, donc tout est là, la faim, les larmes, les cris, mais à côté de tout ça, c'est aussi un roman lumineux, un roman avec un petit garçon très facétieux, qui n'est autre que toi. Alors tu te souviens finalement, comme tu peux, hein, de cette histoire, de cet héritage familial. Ben, le reste, tu vas le combler, tu vas combler ce qui manque à ta mémoire, ce qui donne quand même un schéma dans ce livre assez cohérent et assez beau aussi. Alors Rémi Matalon, tu es né à Marseille. Il faut vraiment que je parle, parce que ça me va très bien quand c'est toi qui parles. Ah non, voilà, tu vois, je fais la présentation, je plante le décor, après tu vas te mettre au travail. Moi j'ai la solution la plus simple, c'est-à-dire que je ne suis qu'une poseuse de questions. Donc voilà. Donc tu es né à Marseille, où tes 4 grands-parents sont judéo-espagnols, je le disais tout à l'heure, de Salonique, et c'est très important, hein, parce qu'à chaque fois tu le répètes. Et donc tu as été, toi, à tour de rôle, je crois, instituteur, c'est ça, confectionneur dans le sentier, responsable de pompes funèbres. Ça aussi, on en parlera. Et maintenant, eh bien... quelques activités que je préfère garder secrètes. Écoute, j'ai pas osé en parler, parce que moi aussi, je fais mon enquête policière, mais bon, on terrasse. Je vois quelqu'un de ta famille qui rigole beaucoup, donc peut-être que je vais me tourner pour les questions. Et maintenant, eh bien, tu te consacres à l'écriture avec Isidore n'est plus mort, c'est ton premier roman. Oui. Ça y est, je t'ai mis un petit peu, on en reparlera, combien de temps dans l'écriture, dans le fait de penser, dans le fait d'accoucher finalement de ce bébé qui est ce premier livre. Si on devait, eh bien, dans ce livre, il y a 2 thèmes. 1, évidemment, ton histoire familiale, et 2, les questionnements sur ta judéité aussi. Et ça, on en parlera. Alors, suite à cette rencontre, bien évidemment, vous pourrez poser en deuxième partie vos questions à Rémi, toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Je pense que ce sera même une des parties assez intéressantes de cette soirée. Alors dans ce livre, moi je ne vais pas faire quelque chose de chronologique. Je vais simplement faire des allers-retours dans ce que j'ai ressenti
dans des phrases, des moments qui m'ont marqué. Tu nous liras aussi un chapitre de ton livre. La première des phrases marquantes, c'est « La survie des rescapés est passée par l'enfouissement de la mémoire ». Ça m'a marqué. Et je dois dire que le fait, cette phrase-là, bah, ça t'a pas aidé à toi. Je sais, je démarre fort. Hein. Non, ça m'a pas aidé, je sais pas, ça m'a construit en même temps quand même. Hein. Je pense tous ces non-dits, bah, c'est vrai que ça a laissé un vide, mais c'est autour de ce vide que j'ai pu me construire. Mes parents, ma mère est là, mon père est parisien maintenant, donc il n'a pas pu venir, mais n'en ont jamais beaucoup parlé. Ma mère plus facilement parce qu'elle n'a pas été impactée directement. Enfin, c'est difficile de le dire comme ça parce que je crois qu'ils ont quand même été tout à fait impactés par la Shoah, mais du côté de ma mère, il n'y a pas eu de déportation. Ils ont pu se cacher dans les Alpes et donc ils sont passés à travers la déportation. Donc ma mère en parle un peu plus, elle m'a un peu plus raconté ce qu'ils ont pu vivre en se cachant dans les Alpes. Et je crois que je démarre le premier chapitre parle de ça, que son père lui disait, donc du côté de mon grand-père maternel, on est Cohen. Et son père lui avait dit, quand ils sont partis dans les Alpes se cacher, je veux plus que tu dises Cohen, Cohen c'est un gros mot. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué et qui je pense a marqué ma maman. Et elle m'en a voulu d'ailleurs parce que comme j'ai un peu brodé autour de ça, j'ai rajouté qu'il lui disait oui, Cohen c'est comme con. Et elle n'a pas du tout aimé. Vous avez raison. Vous avez raison, madame. Alors, comment fait-on pour raconter son histoire familiale quand on manque énormément d'informations? Pour faire quelque chose de cohérent aussi. Alors d'abord, j'ai fait quelques recherches, pas des recherches historiques, et j'ai vraiment pas de prétention d'avoir fait un ouvrage historique, loin de là. Je sais qu'il y a plein d'erreurs historiques, justement, en particulier sur l'étoile jaune, parce que j'ai toujours fantasmé, moi, cette idée de voir ma famille avec une étoile jaune sur le cœur. Donc ça m'allait bien qu'ils aient une étoile jaune, mais je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'à Marseille, il n'y en a jamais eu, mais ça collait avec l'histoire que j'imagine, en tout cas. Donc j'ai transgressé l'histoire quand c'était nécessaire à ma compréhension de ce que j'avais en tête. Et puis donc j'ai fait quelques recherches, entre autres j'ai trouvé que contrairement à ce qu'on avait toujours cru, Isidore et Lucie, ma grand-mère maternelle, qui ont été déportés, donc n'ont pas été déportés à Auschwitz, alors que c'est ce qui apparaît sur leur acte de décès, qui a été rédigé 10 ou 15 ans après la guerre. Mais ils ont été déportés à Sobibor, comme tous les Marseillais, en fait. Donc ça, je sais que mon père ne le savait pas, ça. C'est moi qui lui ai appris. Qu'est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que tu sais plutôt déjà qu'est-ce que tu retiens de ton héritage familial de Salonique? Parce que tu en parles dans le livre. Tu parles beaucoup de cet héritage de Salonique, et c'est les moments heureux finalement que tu as quand on te reproduit ça dans ton enfance. C'est que j'ai toujours vu, alors Salonique pour moi c'est le côté maternel, c'est des deux côtés, hein, puisque Isidore et Lucie étaient aussi de Salonique, mais ceux qui m'ont transmis quelque chose sur Salonique, c'est les parents de ma mère, Simon et Mathilde, merci. Et eux, enfin lui surtout, parce que Mathilde ne parlait pas, c'était une grande taiseuse, mais Simon, quand il parlait Salonique, il en parlait avec une énorme nostalgie. Et j'ai découvert, dans les quelques lectures que j'ai faites pour préparer le livre, que cette nostalgie était sûrement fantasmée, parce que apparemment, les dernières années, en tout cas, où ils ont vécu à Salonique, n'étaient pas si roses que ça pour les Juifs. Il y a eu pas mal d'antisémitisme à Salonique. Mon grand-père m'en a jamais parlé. Pour lui, c'était un pays miraculeux. Donc, il m'a transmis cette nostalgie qui, je crois, n'a pas tellement lieu d'être. A toujours lieu d'être, en tout cas. Alors, vous dites qu'enfant, tu dis qu'enfant, et on en a parlé tout à l'heure au café, ça m'a interpellée dans ton livre, c'est qu'on t'a jamais expliqué ce qu'était d'être juif, parce que tu dis que tu n'as jamais reçu d'instruction religieuse. Alors,
ça m'a interpellée parce que je me suis dit, il y a un milliard de façons d'être juif. Le fait d'être religieux qui est une façon de l'être. Il y a un judaïsme culturel aussi, il y a un judaïsme comme on le ressent. Et j'ai eu l'impression que, enfin, tu sais très bien que tu es juif, tu t'en réclames, mais j'ai eu le sentiment, tu me dis non, que c'était plus profond, mais moi je vais quand même dire, hein, le sentiment que j'ai eu, c'est que comme un problème de légitimité. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Non, moi d'abord je crois que j'ai le judaïsme culinaire. Ça dépend lequel. Est-ce que c'est l'ashkénaze ou le séfarade? Parce que soit on parle de couscous, soit on parle de carte farcie, c'est pas pareil. Non, c'est ni couscous ni carte farcie, c'est tarama, c'est... Non, le farci, pas la carte farcie, maman. Elle se fantasme polonaise, ma mère, maintenant. Non, mais c'est une mère juive, elle a toujours raison. Non, donc, effectivement, il n'y a aucune culture religieuse dans la famille, sauf, je vois qu'ils sont là, il y a une branche qui l'est devenue, enfin, qu'il a été après, mais de par mes parents et grands-parents, il n'y avait absolument pas de pratique religieuse. Du coup, il n'y a eu aucune information. Tu me disais qu'il ne fallait pas parler trop d'instruction, donc je ne sais pas comment dire, mais... Non, pas du tout. C'est que moi, quand j'ai lu instruction, pour moi, c'était un concept... Je peux me tromper, c'est un concept assez chrétien pour moi. Instruction, machin. Tandis que pour moi, on sait très bien que c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué d'être juif. On le sait tous. Mais d'un autre côté, il y a des milliards de façons d'être juif. Et c'est pour ça que quand tu as dit, et on le revoit souvent dans le livre, ton questionnement avec ton judaïsme, ta judéité, on reparlera, parce que c'est ma question suivante, quand tu justement, on va y venir là, quand tu lis à Paris, tu recherches à Paris, au mémorial des martyrs, tu recherches le nom de tes grands-parents qui ont été déportés, qui sont morts, alors que c'est évident que dans le mur des noms à Marseille, qui se trouve à la grande synagogue de Marseille, le nom de ta famille y est, et tu refuses d'y entrer, tu n'arrives pas à y entrer, et tu n'y es jamais allé. Alors c'est sûr que ça me questionne. Le mémorial de la Shoah, j'arrive à y aller parce que c'est un lieu laïque. J'ai du mal avec... Pourquoi? Et j'en sais rien si pourquoi. C'est pas trop intrusif, non, mais j'en sais rien, je pense qu'il faut que je revoie mon psy pour ça. Non, c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Parce que finalement... Mais j'ai le problème de toute manière avec toutes les religions, hein. Donc a fortiori plutôt la juive, la religion juive, judaïque, parce que c'est de là que je viens, mais tout ce qui est dogmatique me pose problème. Donc, Mais pas tant que ça, parce que quand on lit ton livre, il y a quand même un passage, moi, qui m'a beaucoup fait rire, où tu dois aller, alors que tu n'as jamais... Enfin, Rémi est un... Si on projette sur toi enfant, donc comme tu dis, tu fais des plus Noël que Hanouka, soyons clairs, donc à la maison, voilà, hein, bon, moi j'adore Noël, hein, je vous le dis honnêtement, c'est très mal fait, donc j'ose le dire, mais... Vous faites les deux. Hein, voilà, mais à un moment donné, il y a ta mère. Ma mère juive, aïe. Ben, encore heureux, je le suis moi-même, encore heureux. Et à un moment donné, tu es invité à une bar mitzvah, c'est ça. Oui, voilà. Et on me force à y aller. Bon. J'avais dit qu'il était très compliqué comme personnage, mais je vais m'en sortir. Donc tu es invité à une bar mitzvah et tu es tout fier finalement de porter la kippa en entrant à la synagogue, kippa d'ailleurs que tu vas voler, hein, parce que tu vas vouloir la garder. Donc pourquoi si finalement tu as un énorme problème avec tout ce qui est religieux? Alors pourquoi Parce que c'est un passage du livre. Le souvenir réel, je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'effectivement, il y a un problème psy là-dessous. Hein. Moi, je pose des questions, mais je ne suis pas non, psy. Hein. En revanche, l'explication romanesque que j'ai inventée, donc, c'était que cette kippa était sans doute aux couleurs d'Israël, bleu et blanc. Non, mais tu dis de l'Olympique de Marseille. Mais du coup, voilà. C'était les couleurs de l'Olympique de Marseille aussi. Et ça allait bien avec ma tenue de supporter. Et ça fait partie des moments lumineux du livre. Alors, on est sur... C'est ça qu'il y a de bien dans ce livre, c'est parce qu'il fait rire aussi, il fait énormément. Moi, il m'a fait rire parce qu'on passe de moments très violents, très durs, où vraiment on se sent mal à l'aise. Puis donc, on se retrouve avec un enfant qui va ici à la synagogue, et puis qui vole une kippa à l'effigie de l'OM. On se dit, mais où on est? Où on est?
Alors, Rémi, on va continuer à explorer certains pans de ton livre. Et moi, il y a un moment aussi, un autre moment qui m'a vraiment touchée. C'est, je le disais en prémisse de cette interview, ce que tu ne sais pas sur ta famille, tu l'as inventé. Et à un moment donné, t'imagines les mains de ton grand-père. Est-ce que les mains de ton grand-père, en vieillissant, auraient eu des taches brunes? Et tu imagines certaines choses. Et tu imagines ce qu'il aurait pu faire aussi, s'il aurait pu être en rébellion ou pas. Alors, j'aimerais déjà que tu nous donnes ton sentiment sur ça. Et avant de nous donner ton sentiment, ça m'a fait penser à un livre qui n'a rien à voir, hein, qui parle de Shoah, mais qui est plutôt un album qui est écrit par un historien qui s'appelle Tal Brutman. Et le livre, en réalité, dit comment les nazis photographiaient leurs crimes. Et on s'aperçoit dans certaines photos, pour parler de... Parce que tu te poses la question, est-ce qu'ils ont rebellé, est-ce qu'ils ont résisté? Ou souvent on dit non, ils n'ont pas rebellé, résisté. Et quand on a la lecture avec cet historien de certaines photos, quand on ne les regarde pas au premier degré, mais qu'on s'arrête sur certains détails, eh bien on voit des enfants qui tirent la langue, des enfants qui font des grimaces, etc. Et on comprend pourquoi et à qui ils les font. Alors, j'aimerais que tu me parles de tout ce que tu as construit finalement. C'était pour donner vie à leur mémoire. Oui, puisque redonner vie, c'était leur donner vie. C'était voilà. Leur donner la vie qui leur a manqué. Isidore et Lucie, moi je les ai... Étonnamment, mais bon, ils ont été déportés, ils avaient une quarantaine d'années, je crois. Je les ai toujours vus comme des vieux, comme des grands-parents qui auraient l'âge de mes grands-parents quand j'avais 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire que j'imagine à 70 ans. Quand je parle des taches brunes sur les mains de mon grand-père, c'est évident qu'il n'en avait pas à 40 ans. Mais pour moi, c'était... Quand je veux le faire revivre, je le fais revivre à un âge qu'il n'a pas pu connaître. Et ben voilà, quoi, ça... Et c'est ça que j'ai voulu faire, quoi. C'était vraiment lui donner cette vie-là. Et puis il y a un autre personnage dont j'aimerais que tu me parles, c'est de ta tante Roxane et de son mari. Son mari qui décide, lui, après la guerre, de militer dans une association d'enfants de déportés. Oui, alors, Dany est là, maman. Il y a Dany. Donc, Dany est la fille de Roxane, donc ma cousine Germaine. On s'est perdu pas mal de vues. Et donc j'espère qu'elle ne sera pas choquée par ce que je vais dire là. Parce que mon père en voulait terriblement à Victor, au père de Dany, et à l'époux de Roxane, de sa sœur, parce qu'il considérait que Victor, qui faisait un devoir de mémoire sans doute primordial, je pense que tous les gens qui l'ont connu ici, je vois qu'ils hochent la tête, oui, alors il a été primordial dans cette démarche-là. Il était dans l'association, moi je l'ai connu aussi, énormément, c'est Vidas Largas. Oui. Voilà. Et tout le monde s'accorde à dire que c'était un travail remarquable qu'il a fait pour la mémoire des déportés. Mon père lui en voulait parce que les parents de Victor n'ont pas été déportés, tant mieux, heureusement, mais mon père jugeait que le fait que ses parents n'aient pas été déportés, il n'avait pas tant à se mettre en avant comme ça, et il disait oui, il se met en avant, mais en se mettant en avant comme ça, il laisse ma sœur la tête dans cette histoire-là. Pourquoi ton père ne voulait pas en parler? Il en parlait très peu, et il voulait échapper à ça. Et maintenant? Maintenant, ben, le livre l'a aidé quand même, je crois. Le livre l'a aidé? Sincèrement, oui, je crois que ça a pu l'aider. Et puis je pense que l'âge venant, il a bientôt 90 ans. Il faut qu'il soit en paix avec ça quand même aussi, je pense. Mais très longtemps, il avait beaucoup de mal à supporter que sa sœur, il disait rabâche. Et il en voulait à Victor de l'amener à rabâcher. Mais voilà, c'est... Et de la même manière, le troisième enfant d'Isidore et Lucie, Élie, donc qui était le petit frère, lui, il était tellement dans le déni, et je le raconte, quand il s'est marié à 60 ans, il s'est marié pour la troisième ou quatrième fois, on ne sait plus trop, il a fait croire à son épouse que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, pour pas parler de
le choix. Il a lu le livre, ton livre? Il a fini par le lire. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors moi, il m'a fait des compliments bon, que je garde pour moi. Et quand il a eu mon père, qu'il en a parlé avec mon père me l'a rapporté, il m'a dit, à part l'histoire, c'est bien. Tout est dit. Il y a aussi un autre personnage, parce qu'on en discutait tout à l'heure, tu m'as dit j'aimerais bien en parler, Karine, mettre en avant, que l'on voit en photo. J'ai trouvé cette photo très belle de cette femme, c'est Mathilde. Oui. Alors Mathilde, c'est ma grand-mère maternelle, donc que j'ai connue, hein, puisqu'ils ont échappé à la déportation. Et j'ai une photo que j'ai récupérée chez ma mère. Elle est dans le livre. Elle est dans le livre, c'est un grand format, enfin c'est une photo d'un grand format, qui était avant protégée par une vitre qui permettait de voir en relief la photo. Cette vitre a disparu, et du coup, maintenant la photo, tout ce qu'on voit dans cette photo, c'est le visage de ma grand-mère, mais flou. Il est complètement flou. Et de voir la photo de ma grand-mère floue, ça m'a inspiré ce texte que j'avais envie de lire. Mais on y est, hein. Tu sais, je fais des enchaînements, voilà. C'est logique. Et alors le chapitre s'appelle Mathilde à Mathilde, parce que mon grand-père, Simon, son mari, donnait des diminutifs à tout le monde. Moi j'étais Rémico, ma mère c'était Ivonica, mon père c'était Soverico. Mais Mathilde, il ne lui donnait pas de diminutif, à l'inverse il a doublé. Comme si elle était tellement importante pour lui qu'elle ne pouvait pas être rapetissée. Elle était Mathilde à Mathilde. Chaque fois qu'il lui parlait, c'était Mathilde à Mathilde. Pendant la guerre, Mathilde à Mathilde, tu t'es inventée muette pour cacher ton accent encore plus voyant qu'une étoile jaune sur la poitrine. Tu as retrouvé la parole à la libération. Mais même après cette période d'abstinence, tu as toujours été taiseuse. J'imagine que te faire passer pour muette a été un jeu d'enfant pour toi. Est-ce volontairement que tu t'es mise à perdre petit à petit la vue, comme pour t'excuser de retrouver le peu de paroles que tu t'autorisais? Une des rares photos que je possède de toi est un portrait réalisé à Paris dans les années 50 par le studio Maurice Bonnet, 150 Champs-Élysées. Le filtre en verre qui devait la recouvrir et permettre une vision en relief est désormais absent. Ironie du sort, sur cette image, tu es donc flou, comme tu l'es dans ma mémoire, comme tu l'as été dans ta vie. Mathilde à Mathilde, as-tu seulement su à quoi pouvait ressembler le bonheur ou même la sérénité? As-tu jamais connu la beauté du monde? De quelle vision effrayante as-tu voulu te protéger? Tu as d'abord vu la vie dans ce flou permanent, puis le brouillard s'est épaissi, et enfin les ténèbres ont fini par te couper de l'extérieur. Ton monde imaginaire, avec ses horreurs, ses déchirures, ses misères, ses flammes, est devenu alors ta seule réalité. Je me souviens qu'enfant, nous recopions en marqueur rouge, en caractère de 3 cm de hauteur, des recettes de cuisine grecque pour que tu puisses les déchiffrer. D'année en année, nous avons dû agrandir les lettres jusqu'au jour où tu as annoncé que cette coutume était devenue vaine. 50 ans après, je me demande s'il ne s'agissait pas d'une supercherie, comme celle de te faire croire muette. Savais-tu seulement lire le français? Ma mère m'a raconté que tu venais d'une famille pauvre, très pauvre, même. Comment imaginer que tu aies pu étudier au lycée français de Salonique? Et pourquoi aurais-tu eu besoin de lire des recettes que tu connaissais par cœur, ce que tu étais capable de réaliser, les yeux fermés? Tu baignais, mystérieuse, dans cette obscurité impénétrable. Petit, je m'exerçais à être moi-même aveugle, me déplaçant dans la maison les yeux clos. Je comptais le nombre de pas d'une pièce à l'autre, je cherchais à tâtons la poignée de la porte, je cognais mon tibia contre le lit. Je ne voulais pas être pris au dépourvu le jour où je serais comme toi. Je n'ai finalement jamais été comme toi, et toi, tu n'as jamais été comme personne d'autre. Pendant 20 ans, tu es resté cloîtré avec Simon, dans votre appartement de la résidence joliment baptisée le Clos du Poète, qui était devenu pour toi un enclos dépourvu de toute poésie. Devenu totalement aveugle, tu passais ton temps assise sur ton fauteuil de velours rose, loin, très loin de tout, même quand tes proches venaient te voir. Ta seule sortie, comme un exploit quotidien, consistait en une marche le long du balcon qui faisait le tour de l'appartement. Quel que soit le temps, agrippé à la rambarde, tu glissais avec hésitation, lentement, très lentement, dans un paysage connu de toi seul. Tu comptais des allées, tu comptais des retours, 10 allées, 10 retours. C'était ton marathon de nuit. Mathilde à Mathilde. La légende familiale veut que tu aies perdu la vue d'avoir trop trimé. Jour et nuit, les yeux fixés sur le tissu qui roulait sous l'aiguille de ta machine à coudre.
On sous-entend ton sacrifice pour apporter ta pierre au projet acharné de Simon. S'élever dans la société et mettre votre famille à l'abri du besoin et de la misère que vous aviez fui en quittant Salonique. Je ne doute pas que tu aies trop travaillé et que tu as grandement participé au confort des tiens. Mais ma légende personnelle raconte une autre histoire. La petite Mathilde Benveniste est née dans une famille miséreuse où l'existence était terriblement difficile. Elle n'a jamais pu croire que Benveniste voulait dire bienvenue. Lorsque Simon lui a proposé cet exil vers la France, où il lui promettait que la fortune allait enfin leur sourire, Mathilde y a cru. Elle s'est effectivement épuisée au travail, fabriquant la nuit, dans un atelier mal éclairé et sans fenêtre de la rue Tapis Vert, les blouses que Simon vendait le jour. Mais la guerre est arrivée, il a fallu fuir, se cacher, se renier, perdre ce qui avait été gagné au prix de tant de labeur. Benveniste était moins que jamais bienvenu. Alors Mathilde, tu as choisi de disparaître, de faire disparaître le monde autour de toi, où décidément tu ne pouvais trouver ta place. Dans ma légende personnelle, comme Lucie et Isidore, tu es morte en déportation. Alors c'est un chapitre assez émouvant hein, sur Mathilde. Et dans ce chapitre, tu dis que c'était facile pour elle de jouer les muettes et de se taire. Et ça me fait penser que, on en parlait tout à l'heure aussi, tu fais partie, Rémi, de ce que l'on appelle la génération des non-dits. Alors c'est une génération très compliquée, c'est une génération à qui et ça transpire dans tout ton livre, à qui on a caché beaucoup de choses, peut-être, et ça a créé ce que tu es, avec tes côtés facétieux, et on va en parler, mais aussi tes souffrances. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on me l'a caché. Je pense qu'on me l'a caché de fait, mais je pense qu'on me l'a caché parce qu'on... On se l'est caché aussi. On se l'est caché aussi, oui. Je pense que mon père en particulier était lui aussi dans le déni. Je le raconte dans le livre, et ça me terrifiait chaque fois qu'il le disait. Il arrivait à dire que la déportation de ses parents avait été une chance pour lui, avait été la chance de sa vie même. Pour moi, c'est une aberration, une horreur extrême de pouvoir dire ça. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que de par la déportation de ses parents, il a été, après-guerre, élevé dans les maisons de Lauzet, l'œuvre de secours aux enfants, qui était remarquable. Et il a eu une éducation à Lauzet qu'il n'aurait sans doute pas eu du tout s'il était resté dans sa famille. Et c'est ça qu'il voulait dire quand il parlait de chance de sa vie, c'est que ça a pu l'élever socialement grâce à ça. Mais pour autant, pour moi, c'est une marque de déni terrible quoi, de dire ça. Donc je ne pense pas qu'il l'ait caché volontairement. Il a fait vraiment il a mis un voile sur tout ça et il n'aurait pas été capable de me le raconter de toute manière. Donc, et moi, comme je pense mon frère qui est là, je ne sais pas trop, mais ma soeur, je sais que ma soeur est incapable d'ouvrir mon livre. Elle a vu la dédicace et puis elle m'a dit je suis pas allé au-delà. Donc c'est qu'elle marque. Ça fait 2-3 mois qu'elle a le livre, elle n'a toujours pas lu une seule page. Donc voilà, on est marqué par tout ça, oui. En tout cas, toi, tu as réussi à le transcrire dans un livre, et c'est déjà pas mal. Alors, dans le livre, parce que je disais, quand je t'ai présenté tout à l'heure, donc tu as eu plusieurs métiers, notamment tu as bossé dans les pompes funèbres, et il y a quelque chose que tu dis dans le livre, et je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis que les enterrements chez les juifs, c'est super violent? C'est parce que je connais nettement plus du coup, par mon métier et par le fait que je connaisse très peu de juifs pratiquants. Donc quand j'ai des enterrements juifs, c'est en général sans l'aspect religieux. Donc là, et les enterrements que je connais catholiques, c'est on prend le temps, on meurt le lundi, on n'est pas enterré avant le vendredi. Ah, tu trouves que ça va trop vite? Voilà. Chez les juifs, l'obligation d'enterrer dans les 24 heures, je trouve ça d'une violence extrême parce que mon métier était de prendre le temps d'apaiser les familles
et cette obligation de faire vite allait à l'encontre de ma pratique de ce métier-là. Donc voilà, je vais t'avouer, et après dans les questions, peut-être que Jean-Vic, que je vois, hein, enfin, mais on sait, alors, que je connais. Hein. Jean-Vic, qui est mon petit cousin, le petit-fils de Roxane, et je ne sais pas si tu l'es toujours, mais tu es rabbin à Salon, où j'étais responsable de l'agence de Croque-Mort à Salon. Ouais, t'as réussi. Il est arrivé. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, où tu as cette impression que l'enterrement dans le judaïsme est quelque chose de violent, puisque c'est vrai que c'est en 24 heures. Hein. En réalité, ça dure un an. Puisque après l'enterrement, tu as la semaine, tu as le mois, tu as l'année, et tu as un an justement pour t'apaiser. Voilà. Après, ça se discute. Hein. Enfin, c'est juste pour te rassurer. On ne va pas discuter là parce que ça risquerait d'être long. Ouais. Mais alors, ce que je voulais dire juste sur mon ressenti de la pratique religieuse au niveau des obsèques, et pas seulement du deuil, là je ne parle pas du deuil après, hein. Mais les obsèques, quand je parle de violence, c'est que ma pratique, en tout cas, c'est mon observation du rituel, de la toilette rituelle, et du moment où on ferme le cercueil. Ça, j'ai eu plusieurs fois le sentiment que la famille n'existait pas. C'était les religieux qui prenaient en main le défunt et quitte à exclure la famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué par rapport à ma pratique professionnelle en plus. Professionnelle à toi. Alors, dans ce livre aussi, tu aimes les poèmes. Je suis gonflé quand même de dire ça devant un public essentiellement juif. Sache que sans te gonfler, on parle de tout, de tous les ressentis, sans tabou, mais toujours avec beaucoup de respect. Voilà, d'accord. Alors, tu aimes Jacques Prévert, tu le dis dans le livre, mais tu fais une différence entre les poèmes et la poésie. Oui. C'est quoi cette différence? C'est l'émotion. Je sais pas dans quel sens je le dis, je crois que je dis que je ne sais plus si c'est les poèmes ou la poésie, parce que je pense qu'on pourrait dire. La poésie, c'est l'émotion. Voilà, le poème ça s'apprend et la poésie ça se ressent. Voilà. Voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est très court comme réponse. Je parlais des... Alors moi, ce qui m'a plu aussi dans ce roman, et après on va quand même, parce que ça fait pas loin d'une heure qu'on papote tous les deux, on est c'est toi qui parles beaucoup. Donc, 3 quarts d'heure. Hein. Non, moi je pose des questions, moi. Moi je ne pose que des questions. Ce qui est intéressant dans ton roman, c'est aussi toutes ces photos que l'on voit. Et notamment la photo où on voit plusieurs photos sur une étagère. Oui. Je ne vais pas pouvoir faire le coup de lire le chapitre, mais la présence des photos dans ce livre, c'est un peu pour parler de la genèse de ce bouquin. Ici, il y a quelques participants aux ateliers d'écriture que je co-anime à l'Université du Temps Libre. Donc maintenant, j'anime des ateliers d'écriture, mais j'ai commencé par être participant. Et c'était à l'époque où je voyais des psys, que je faisais des ateliers d'écriture. Et le principe des ateliers d'écriture que je pratiquais à l'époque, c'était souvent une image au départ qui devait impulser le désir d'écrire. Alors une fois, la thématique était une fois les mains, d'où le chapitre dont tu as parlé tout à l'heure, où je m'imaginais prendre la main de mon grand-père. Une fois, il y avait une photo. Parle bien devant le... Pardon, il y avait une photo, je ne sais pas où elle est, de Viviane Meyer. Oui, avec le petit garçon qui regarde dans un carton. Voilà, le petit garçon. Vas-y, continue, je vais la trouver, moi. Voilà, elle est là. Je ne sais pas si vous la verrez de là. Ça aussi, c'était issu d'un atelier d'écriture. Donc, j'ai imaginé que ce petit garçon, c'était moi qui cherchais dans les souvenirs de famille. Et il y a donc cette photo qui est une photo de ma bibliothèque, où j'ai un cadre avec mes 4 grands-parents. Et il se trouve que ce cadre est plaqué contre un livre qui est un livre que je pense que jamais personne n'a lu dans la famille,
c'est surtout un beau livre, quoi. Et c'est un livre qui s'appelle Contes d'autrefois. Et il y a un passage que j'ai lu, du coup, qui m'a vraiment renvoyé à l'histoire familiale. Donc voilà, j'ai fait ce lien-là. Mais surtout, c'est que toutes les images que j'ai mises donc, sont soit issues d'ateliers d'écriture, soit ce sont des images que j'ai choisies moi pour me donner une impulsion d'écriture, comme le cri de Munch. J'y ai vu le cri de mon grand-père Isidore. Et je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce tableau. Il y a deux personnages au loin qu'on voit à peine. J'ai imaginé que c'était les gardiens du camp de concentration qui avaient une discussion de gens qui sont au boulot et qui se racontent. Tiens, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah, tu as vu le film à la télé? Voilà. Et ce choc-là entre le quotidien de gens qui parlent de leur travail et le cri d'effroi de celui que je voyais comme mon grand-père, voilà, est venu de cette image. Alors je vais te poser une dernière question, après on va céder la place quand même au public, parce qu'il est là aussi avant tout pour s'exprimer. Mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand tu as entendu parler de Kippour. Alors quand j'ai commencé à lire ce chapitre, j'ai dit ah bah tiens, Kippour qui est dans le judaïsme le jour du grand pardon, où là il faut se tenir à carreau hein, quand on est juif, parce que voilà. Mais ce n'est pas tout à fait par rapport à cette journée-là, mais c'est la guerre de Kippour. Alors il y a une atmosphère complètement différente dans l'endroit où tu es. J'aimerais que tu nous en parles. Ça, c'est le souvenir que j'ai de Simon, donc de mon grand-père maternel. J'allais au collège tout près de chez eux, donc une fois par semaine, au lieu d'aller à la cantine, j'allais déjeuner chez mes grands-parents. Et pendant la guerre de Kippour, mon grand-père, sacré, il écoutait le 13h de France Inter, déjà à l'époque. Il avait l'oreille collée au transistor, il fallait surtout pas parler, et puis il laissait refroidir le repas, mais la priorité c'était de s'informer de ce qui se passait à la guerre de Kippour, et il y avait une vraie tension. Donc j'ai ce souvenir-là, moi, de ces moments-là, de mon grand-père très anxieux de ce qui pouvait arriver à Israël. Et je fais le parallèle avec mon frère qui est là, qu'à la même période, avec mon frère, on collait l'oreille à la radio de la même manière que Simon le faisait pour écouter les infos sur Kippour, sur la guerre de Kippour. Mais nous, c'était pour écouter les matchs de l'OM, qui à l'époque, il n'y avait pas Canal+, donc c'était à la radio qu'on les écoutait. Et voilà, je fais le parallèle entre ces deux écoutes très attentives des événements. Pour mon frère et moi, c'était l'OM, pour mon grand-père, c'était Israël. Alors avant de vous céder la parole, je terminerai par une citation. J'ai souvent l'habitude de finir par une citation. Et paradoxalement, elle m'a beaucoup fait rire quand on parle de mémoire et de mémoire. C'est une citation d'Alphonse Allais qui dit « J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout ».